Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre émission de débat, de reportage et d'expertise sur Public Sénat. On est ensemble pendant 90 minutes avec deux grands thèmes comme tous les soirs. La réforme des retraites peut-elle devenir le boulet du second quinquennat Macron après le 49-3, après les motions de censure? Quelle marge de manœuvre pour l'exécutif? Remaniement, dissolution, retrait du texte? Quelles options sont encore sur la table? Est-ce une crise de régime? Qui sont les gagnants, les perdants de cette séquence politique? Réponse dans une minute. Et puis pour notre second débat, direction l'Afghanistan sous le joug des talibans depuis juillet 2021. Les femmes voient leur liberté disparaître les unes après les autres. En décembre, c'était les universités qui leur fermaient la porte sur ordre du régime. Le seul espoir que nous avions était d'aller à l'université, d'y terminer nos études, de devenir un bon médecin et de servir notre société. Mais ils nous ont pris cela aussi. Le désespoir des Afghanes, ce sera dans 45 minutes, notre second débat. Mais d'abord, donc, après l'utilisation du 49-3, peut-on parler de crise politique ou même de crise de régime? Première réponse, Jérôme Rabier. Contraint au 49-3, faute de détenir une majorité à l'Assemblée et porteur d'une réforme des retraites impopulaire, l'exécutif va maintenant devoir préparer l'après. Et pour tenir encore un peu plus de 4 ans, Emmanuel Macron sera contraint de se renouveler. 4 ans sur ce régime-là, ça me semble être un sacerdoce impossible à tenir. Il va devoir, un petit peu ce qu'on avait assisté après le mouvement des Gilets jaunes, créer une sorte d'électrochoc dans la vie démocratique. Le gouvernement pourrait aussi ne pas survivre à cette séquence politique. Mais pour ce chercheur au CNRS, ce n'est même plus une question de personne, mais de principe. Contrairement à leur espoir de signifier aux Français « résignez-vous parce que je ne céderai pas », en fait, chaque étape franchie renforce la colère, renforce l'opposition à la réforme. Donc on est typiquement vraiment dans une dynamique d'escalade. Et la seule façon d'obtenir une désescalade, c'est de retirer le projet. Les Républicains, de leur côté, sont bien au centre du jeu, mais divisés. La cacophonie des différents courants qui traversent la droite, rendant difficilement lisible leur ligne politique. Aujourd'hui, pour les LR, il y a un enjeu de survie politique qui peut être peut-être réussi si, la question du leadership est réglée dans cette famille politique, et certainement pas ce qu'on observe aujourd'hui, cette confusion, ambiguïté entre les LR au Sénat et les LR à l'Assemblée nationale. Si la gauche, de son côté, espère reprendre des couleurs dans la bataille, c'est bien sur les bancs du RN qu'on peut le plus espérer de ce moment politique. Si les autres ne trouvent pas un moyen d'action sur les dynamiques à l'œuvre, elle sera la gagnante naturelle. Marine Le Pen n'a rien à faire pour récolter les voix, puisque la dynamique est déjà en place. Chaque camp espère profiter de l'après-réforme pour rebondir ou progresser, sans savoir pour l'instant si les Français devront prochainement les départager dans les urnes. Je vous présente tout de suite mes invités pour ce premier débat. Pascal Perrineau, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, professeur à Sciences Po Paris. Laure Salvin, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice générale de Kantar Public. Pierre Jacquemin, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, rédacteur en chef de Politis. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique à mes côtés, comme chaque lundi et mercredi dans ce Sens Public. Je vais reprendre notre titre global sur ce premier débat. Pascal Perrineau, est-ce que vous parlez de crise de régime, vous, ce soir? Non, on n'est pas encore dans la crise de régime. Le régime tient. Il n'est pas question de changer de constitution. Le régime fonctionne. Il fonctionne dans une situation, en effet, de crise, mais il fonctionne. Le président n'est pas démuni d'armes. On a vu que l'exécutif n'était pas démuni d'armes avec l'article 49 alinéa 3. Le président, il lui reste encore des possibilités. Si jamais les Français choisissaient un jour une majorité hostile, eh bien, il pourrait devenir un président de cohabitation. On a vu que dans le passé, c'est arrivé à d'autres. Ça réussissait assez bien à d'autres. Il peut, ce qui est sa stratégie, avoir une stratégie d'attentisme, d'usure, en se disant au fond, dans le passé, toutes les réformes des retraites ont été impopulaires. Et puis la protestation, qui parfois était très forte, s'est peu à peu étiolée. Bon, ça ne sera pas facile parce que là, on arrive à un degré de colère qui est phénoménal. Il lui reste ce qu'avait fait Chirac.
la possibilité de retirer le projet. Et le projet, une fois voté. Il l'avait fait pour le CPE. Voilà, il l'avait fait pour le CPE. Il lui reste le recours au référendum. Donc vous voyez, il a une panoplie d'armes qui lui permet encore d'exister politiquement. Et on en détaillera évidemment plusieurs de ces armes ou de ces hypothèses, de ces options. Laure Salvin, il y a une majorité de Français qui espèrent voir tomber ce gouvernement et surtout cette réforme ne pas s'appliquer. Pascal Perrineau parlait de la violence. Est-ce que vous, quand vous sondez l'opinion, vous voyez une violence qui est en forme ascendante là ? En tout cas, c'est vrai que Pascal Perrineau parlait de colère. C'est le premier mot qui vient à l'état d'esprit des Français quand ils pensent à cette réforme des retraites. Effectivement, je crois que pendant toute la séquence de cette réforme, de l'annonce de la mise en place de la réforme, des débats qu'il y a pu y avoir, etc., on a vu cette colère, en tout cas, qui ne s'étiolait pas. Au contraire, là, aujourd'hui, elle est extrêmement forte. Et je dirais Est-ce que vous diriez, pardon de vous interrompre, qu'il y a un regain après la décision du 49.3 jeudi dernier ? Absolument, il y a un regain très clair. Mais j'ai envie de dire qu'il y avait une colère qui était présente dans l'opinion depuis longtemps. En fait, on a l'impression que le président et le gouvernement actuel ont fait comme si 2017-2022, il s'était rien passé. Or, il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé les gilets jaunes, il s'est passé la guerre en Ukraine, le Covid, etc. Et puis il s'est passé aussi ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des élections qui n'ont pas donné une franche majorité au président et qui, quelque part, étaient un message pour dire nous souhaitons un gouvernement, un peu une façon de gouverner différente, avec davantage de compromis, avec davantage de discussions entre parlementaires. Et c'est pas du tout ce qu'on a eu. Et je pense que la colère est de plus en plus forte aujourd'hui. Et le risque, c'est justement que cette réforme des retraites, quelque part, elle soit prise un peu comme prétexte pour aller au bout d'une contestation très forte de l'opinion. Oui. Pierre Jacquemin, est-ce que vous parlez de crise de régime ce soir ? En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme d'exacerbation du caractère obsolète de nos institutions. Le recours au 44.2, le recours au 44.3, puis le 49.3, l'article 8 qu'on découvre du règlement du Sénat. Vous voyez, ce sont des instruments institutionnels qui sont tout à fait légaux, enfin, qui sont inscrits dans le caractère de la Constitution. La question de la légitimité de ces articles est posée aujourd'hui. C'est d'ailleurs tout l'objet des débats. C'est est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de la très forte mobilisation de l'opposition majeure à l'Assemblée nationale, enfin majeure, oui, parce que visiblement il n'y avait pas de majorité pour ce texte, puisque le gouvernement a décidé du 49.3, plus l'absence de majorité qui se dessine à l'Assemblée nationale, pose la question effectivement de nos institutions. Donc en ce sens, oui, on pourrait parler de crise de régime parce qu'on arrive à un essoufflement de nos institutions. Un essoufflement de nos institutions parce qu'aujourd'hui, Pascal Perrineau le disait, il reste des solutions, des outils pour Emmanuel Macron. Il y a la dissolution, il y a le recours au référendum, il y a la possibilité pour lui de nouer de nouvelles majorités, peut-être avec la droite qui semble aujourd'hui peut-être hésitante à rejoindre l'opposition. Sur cette réforme, ça n'a pas bien marché. Sur cette réforme, ça n'a pas bien... Mais bon, ça peut être une option aujourd'hui. Mais les trois, visiblement, ce n'est pas les options qu'Emmanuel Macron a décidé de privilégier. Donc oui, je pense qu'il y a dans ce que l'on vit en ce moment une crise institutionnelle forte qui devrait conduire à nous interroger sur nos institutions. Emmanuel Macron, le premier d'ailleurs, avait promis un renouvellement institutionnel et il ne l'a pas fait. Donc je pense que si ce n'est pas une crise de régime, c'est au moins une crise institutionnelle. Et évidemment, là, tous les regards se tournent vers Emmanuel Macron. On se dit, est-ce qu'il va y avoir une prise de parole dans les prochaines heures, dans les prochains jours, Mathieu? Alors je ne doute pas que vous soyez très bien informé là-dessus, mais peut-il faire autrement d'une certaine façon? D'abord, il n'y a que lui qui le sait. Oui. On a eu un semblant de prise de parole hier, avec un message transmis aux rédactions et notamment à l'AFP. Le président il saluait, il apportait son soutien au président à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, le soutien aux élus qui ont été menacés ce week-end. Et puis, il exprimait sa volonté de voir cette réforme poursuivre son cheminement démocratique jusqu'au bout. C'est quand même une expression qui interroge. Parce que oui, la Constitution a été respectée, oui, mais peut-on parler vraiment de démocratie? Est-ce qu'il y a un esprit démocratique qui a soufflé sur cette réforme? Difficile à dire, difficile de l'affirmer. Quand on voit les débats qui ont été resserrés, on en a parlé ici, les manœuvres parlementaires, et puis pour tout ça, pour finir, avec un 49.3. Il va s'exprimer très vraisemblablement, alors quand il y a une fenêtre de tir en milieu de semaine peut-être, il n'allait pas s'exprimer en tout cas avant le vote
des motions de censure, mais il y a de toute façon besoin d'une parole de l'exécutif. Emmanuel Macron, il est resté extrêmement discret sur cette réforme des retraites. C'était dans son programme, c'était 65 ans, il l'a voulu, il l'a souhaité, il voulait passer encore plus en force, si j'ose dire, cet automne, par voie d'amendement lors de la discussion du budget de la sécurité sociale. Il a finalement laissé Elisabeth Borne faire les choses à sa façon, mais on sait très bien qu'en coulisses, c'est lui qui diligentait tel ou tel ministre sur les plateaux des matinales, qui évidemment validait les arbitrages. Donc il a été partie prenante, bien évidemment, de cette réforme, mais il ne s'est pas mouillé. Il a fait 3-4 petites allusions, souvent lors de déplacements à l'étranger, en disant qu'il avait la légitimité démocratique pour le faire. C'est à peu près la seule chose qu'on a entendue. Aujourd'hui, il y a besoin d'une parole présidentielle assez forte pour qu'on comprenne où il en est. Et d'ailleurs, elle est très attendue, cette présidentielle par les Français. Il y a plus de 7 Français sur 10 qui attendent effectivement qu'Emmanuel Macron parle, et même plus de 80% de ses propres électeurs. C'est-à-dire que même ces électeurs, ils sont un petit peu chahutés là aujourd'hui. Ils continuent à le soutenir, et notamment sur la réforme des retraites, mais plus la contestation est forte, et plus son socle se fragilise en fait, de fait. Alors dans ce débat, on essaye d'évaluer finalement les séquelles de cette séquence politique. Tout le monde emploie cette expression depuis quelques jours. Moi aussi, je suis tombé dedans. Mais Pascal Perrineau, je lisais dans Libération cette tribune de Serge July qui dit c'est l'agonie du macronisme à laquelle on est en train d'assister. C'est un peu imprudent, à mon avis, de parler d'agonie du macronisme, parce que, si vous voulez, le macronisme, qu'est-ce que c'est à part Emmanuel Macron ? Or, Emmanuel Macron, il est toujours bien là. Le macronisme, il est affaibli depuis extrêmement longtemps. Et au fond, une des raisons des difficultés du président, c'est qu'au-delà de sa propre personne, il n'a jamais su porter véritablement ce qu'est le macronisme, en développant d'abord un parti digne de ce nom. Renaissance n'est pas un parti digne de ce nom. En développant un réseau d'élus locaux qui serait autant d'abord d'amortisseurs avec la société française, mais aussi d'instances d'explication. Il n'y a pas de grands élus locaux du macronisme, ou quelques ralliés. Ça, c'est la deuxième faiblesse du macronisme. Et puis même, vous regardez le gouvernement, vous regardez l'entourage à l'Élysée. Quelles sont, sans être désagréables, les grandes pointures ? Les grandes pointures, c'est des ralliés qui viennent en général d'ailleurs plutôt de LR, comme Bruno Le Maire, comme Gérald Darmanin. Mais le macronisme n'a pas su inventer, enfanter la fameuse nouvelle politique dont il nous parlait. Il disait, voilà, la vieille politique a tous les défauts. Bon, ok, très bien, prenons acte. Et il y avait d'énormes attentes par rapport à cette nouvelle politique. Mais cette nouvelle politique, qu'est-ce qu'elle a produit ? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a affaire à un président qui est un président très isolé, dont les Français, en effet, attendent la parole, mais avec un espace public qui est devenu très périlleux. Parce qu'entre ce président auquel on prête tous les pouvoirs et qui ne les a pas, et des citoyens complètement isolés et très en colère, il n'y a plus aucun amortisseur. Et ça, personnellement, quand vous regardez ça dans l'histoire, c'est dangereux. Pierre Jacquemin, oui, un président isolé, c'est intéressant parce que ça me fait réagir à la question que vous posiez avant sur la fin de régime ou pas de fin de régime, parce que cette fonction présidentielle est aussi au centre des interrogations. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui décide d'à peu près tout. C'est lui qui dit au gouvernement « je vous donne l'autorisation de faire un 49.3 parce que j'ai considéré que les marchés financiers, que parce que Bruxelles, que parce que pour toutes les raisons qui sont les siennes, il faut avancer, mais de manière ferme et sur cette réforme. Donc je fais passer cette réforme. » Donc quand je parlais de crise institutionnelle, c'est aussi... Oui, mais c'est pas très nouveau. Enfin, Alors, au moins elle est quand même particulièrement... Au moins depuis le quinquennat. Elle est quand même particulièrement exacerbée sous Emmanuel Macron. Et elle est d'autant plus exacerbée que vous avez bien vu que le dialogue social, qui est une tradition dans notre pays, on dit toujours que le dialogue social ne fonctionne pas, il y a quand même 70% des accords d'entreprise qui sont signés dans notre pays, donc ça veut dire qu'il y a quand même du dialogue dans les entreprises. Mais le dialogue social au niveau gouvernemental n'a pas fonctionné, le dialogue parlementaire n'a pas fonctionné, et c'est pas la première loi où ça se passe dans ces termes-là. Donc ce que je veux dire, c'est que le macronisme, c'est aussi une incarnation puissance 10, peut-être que par rapport à le passé, de cette présidentialisme de notre régime politique. Alors, on enregistre cette émission à l'heure où les motions de censure ont été déposées, mais sans avoir le résultat du vote. Je suis transparent avec vous. En revanche, la Première ministre a pris la parole pour dénoncer l'antiparlementarisme à l'œuvre des oppositions. On écoute Elisabeth Borne. Cet après-midi, intervention après intervention,
J'ai constaté, en écoutant certains orateurs, qu'il n'y a décidément pas de limite à la duplicité. Ce sont les mêmes qui ont tout fait pour saboter le débat à coups d'amendements dilatoires, de cris et d'insultes qui viennent nous reprocher de ne pas avoir pu suffisamment débattre. Ce sont des élus de la nation qui viennent nous expliquer sans vergogne que 175 heures de séance, plus que pour les 2 précédentes réformes des retraites, ne valent rien. Ce sont des députés qui dénient son rôle au Parlement et affirment que la rue est plus légitime que les institutions. On essaye de se projeter un peu et de voir quel est le poids, quel peut être le poids politique des uns et des autres dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc focus sur Elisabeth Borne, évidemment vous me voyez venir. Laure Salvin, sa popularité elle est très faible. On sait que le Premier ministre est souvent le fusible de la Ve République. Comment vous évaluez sa capacité de peser dans les prochaines semaines? C'est vrai que même elle l'a dit, elle l'a dit la semaine dernière qu'elle avait tout à fait conscience effectivement de son rôle de fusible. C'est vrai que là, il y a une très grosse majorité de Français qui souhaiteraient qu'elle soit démise de ses fonctions et donc qu'il y ait une nouvelle ou un nouveau Premier ministre, avant même de parler de dissolution de l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, effectivement, je crois que ça va être difficile pour elle, et elle en a bien conscience, de continuer, et y compris d'ailleurs pour Emmanuel Macron, de gouverner le pays dans cette situation, parce que a priori, le texte va passer, la réforme va être appliquée ou pas. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a encore quelques armes à sa disposition, mais en tout cas, si elle est appliquée, qu'elle soit appliquée ou pas, d'ailleurs, j'ai envie de dire, je pense que ce sera très très compliqué de gouverner dans les prochains mois, parce qu'il y a quand même cette colère justement de l'opinion qui va pas s'effriter. Là, je pense qu'il y a un moment donné, il y a encore quelques semaines, on pouvait dire ça va se tasser, etc. Là, franchement, on arrive à un point où je pense que ce sera très difficile que ça se tasse. Ouais, Pierre Jacquemin, qu'est-ce que vous retenez des autres interventions? Là, on a entendu Elisabeth Borne. C'est vrai qu'elle était la cible d'à peu près toutes les attaques. D'abord, un mot sur Elisabeth Borne, parce que ça fait partie de la définition du macronisme. On a vu que tout au cours de son mandat et de son quinquennat précédent, il a toujours eu un problème de renouvellement, ou en tout cas de remaniement. À chaque fois, ça prend du temps. Et puis, il finit par nommer des technocrates, des énarques, dont est aujourd'hui issue Elisabeth Borne. C'est une énarque qui a fait toute sa carrière dans la haute fonction, à la mairie de Paris, à la RATP. Et on peut se dire quand même qu'on a là, à la tête de l'État, un président de la République et une première ministre qui sont un peu éloignés. Emmanuel Macron n'a pas d'expérience d'un mandat local. Elisabeth Borne, elle a tout juste été élue députée. On ne peut pas dire qu'elle a l'expérience de terrain, de confrontation aussi avec le peuple. Et que ce qui ressort aussi beaucoup de cette période, c'est cette déconnexion entre un peuple qui dit warning, ça va pas, et ça va pas ni la méthode ni le contenu des réformes qui sont proposées, et un gouvernement et un président qui s'entêtent. Ensuite, pour répondre à la question sur les interventions, parce qu'il y a quand même eu des interventions que j'ai trouvées assez fortes quand même. Bon, d'abord, Aurore Bergé a fait un discours que j'ai trouvé très agressif à l'égard qui est la chef des députés Renaissance. La chef des députés Renaissance, qui est peut-être quand même l'une des meilleures politiques. Je dis qu'il y a beaucoup de techno chez les macronistes, mais elle, pour la peine, elle fait de la politique. La cohérence d'Aurore Bergé, on peut l'interroger, parce que quand on voit son parcours politique, elle est quand même passée, elle a dénoncé ceux qui étaient des fillonistes par le passé dans les Républicains qui ne votent pas la réforme aujourd'hui. Mais je trouve qu'elle a eu il y a eu quelque chose de très agressif à l'égard des oppositions, en reprochant aujourd'hui aux oppositions de faire le jeu du Rassemblement national. Et là, je trouve que c'est quand même un tout petit peu gonflé quand on est issu d'une majorité qui, en l'espace d'un quinquennat et un an de quinquennat, a fait progresser le Front National, le Rassemblement National, de 3 millions de voix. Donc là, je trouve que les leçons qui sont données par Aurore Bergé étaient un tout petit peu pas hors contexte, franchement hors contexte. Je vous interromps parce qu'on y reviendra sur le Rassemblement National, mais je voudrais qu'on reparle du 49.3 avec vous, Mathieu. Les motions de censure d'aujourd'hui, évidemment, étaient les conséquences de la suite logique du 49.3. Cet article, on va parler des séquelles d'une certaine façon. C'est comme des répliques d'un séisme, ça n'a pas fini, on n'a pas fini de les ressentir. Oui, car même si l'article 49.3 de la Constitution a déjà été employé 100 fois depuis le début de la Ve République, les circonstances particulières et la nature du projet de loi pour lequel il a été utilisé font de celui-là, vous l'avez dit, un petit séisme dont on risque de mesurer les répliques
pendant un certain temps. Sur l'échiquier politique d'abord, parce que dans cette assemblée sans majorité absolue, ce 49.3, il signe à la fois l'échec d'une méthode et la fin d'un rêve, celui de la concertation, du consensus et des coalitions de projets, en tout cas pour l'instant. C'est vrai, à quoi bon prendre le risque de s'allier ou de se compromettre avec ce pouvoir si c'est pour que cela se finisse avec un passage en force? À quoi bon prendre le risque d'afficher au grand jour ces divisions internes comme l'ont fait les Républicains si au final le 49.3 permet de faire adopter les textes sans se mouiller? Au final, ça les arrange. On voit bien que ça pose des questions. Dans la majorité aussi, l'affaire va laisser des traces, car les députés du camp présidentiel sont dépités, si j'ose dire. Ceux qui ont mouillé la chemise pour tenter de convaincre ou d'amender, ceux qui ont croisé le fer, qui se sont pris des coups, ceux qui ont risqué des invectives ou des reproches sur les marchés, tout cela en sont pour leurs frais. Les voilà complices d'un gouvernement autoritaire et brutal, au plus grand bonheur de leurs accusateurs d'hier et d'aujourd'hui, la France Insoumise ou le Rassemblement National qui n'en demandait pas tant. Alors il y a aussi le champ social et on peut dire que là aussi, les conséquences seront de longue durée. Oui, parce que ce vice démocratique, selon les mots de Laurent Berger, aura eu un double effet, au fond, sur l'intersyndicale. D'abord, celui de resserrer les rangs en fournissant un argument à tous ceux qui voulaient rester mobilisés. Alors, on verra bien si le conflit s'enlise, mais voir tous les syndicats, y compris les plus légalistes, comme la CFDT, continuer à contester un projet de loi après que celui-ci a été adopté, n'augure rien de bon pour l'exécutif. La porte de sortie du mouvement risque d'être très, très compliquée à trouver. Le second effet, c'est qu'on voit mal les syndicats revenir de sitôt, s'asseoir à une table gouvernementale pour discuter des autres chantiers qui ont été lancés. Que vont devenir par exemple la future loi travail, la réforme de l'éducation nationale, celle de notre système de santé, si elles se font sans voire contre les partenaires sociaux. Emmanuel Macron, qui misait beaucoup sur son Conseil national de la refondation, qui était déjà boycotté par une partie des organisations syndicales, va avoir du mal à convaincre, là pour le coup, qu'il a encore changé. Et puis il y a les conséquences dans l'opinion publique chez les Français. Oui, et c'est à mes yeux un des effets les plus délétères, car peut-être moins visible, mais peut-être plus profond, plus durable. Le 49.3 a apporté de l'eau au moulin de tous ceux qui s'estiment mal écoutés, mal représentés, mal gouvernés, à tous ceux qui considèrent qu'il est devenu impossible de se faire entendre sans renverser la table, à tous ceux qui font le choix par dépit ou par dégoût de se mettre hors jeu de la vie citoyenne, ou à tous ceux qui considèrent que lorsqu'une démocratie tombe malade, il vaut mieux l'achever plutôt que de la soigner. Alors pour tout cela, le recours au 49.3 a transformé ce qui était une crise politique et sociale en une crise, alors peut-être pas de régime, mais au moins institutionnelle, et je vous rejoins, Pierre Jacquemin, et ça, c'est beaucoup plus complexe, évidemment, à régler. Merci, Mathieu. Est-ce que, là, je reste sur le 49.3, alors Salvin, est-ce que, effectivement, c'est peut-être difficile à évaluer, mais parce qu'il y a beaucoup de Français qui ne connaissaient pas son utilisation, mais maintenant, on peut dire que c'est bien partagé par tout le monde. Est-ce que les séquelles de ce qui est présenté comme un passage en force peuvent être durables dans l'opinion? Alors, si on en croit une étude qui a été réalisée justement par Sylvain Brouard à Sciences Po, donc il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées, je crois, entre 2009 et 2017, me semble-t-il, sur les dates. Et effectivement, quand on voit que quand il y a eu des utilisations de 49.3, l'impact sur l'opinion est très important et surtout durable. Et je crois que c'est ça qui est important à retenir, c'est effectivement cette durabilité. Et alors, c'est d'autant plus le cas quand on a le sentiment, ou quand l'opinion a le sentiment, en plus qu'il n'y a pas d'obstruction majeure, si vous voulez, qu'il n'y a pas d'accumulation, là comme c'est le cas en ce moment. Donc effectivement, dans l'opinion, ça risque d'être très fort. Puis je reparlerai aussi d'Emmanuel Macron par rapport à ce 49.3, c'est-à-dire que moi, ce qui m'avait marqué quand Emmanuel Macron, après quelques mois d'exercice de son premier mandat, c'était dans l'opinion quand on entendait Emmanuel Macron nous méprise. Et puis il y a eu les Gilets jaunes juste après, etc. Et en fait, on a l'impression que ce mépris s'étend pas seulement finalement à la population, mais aux corps intermédiaires, aux syndicats, à la vie parlementaire. Et c'est là où effectivement ça va être très difficile de remonter quelque part la pente. Et ce mépris, en fait, c'est ce mot qui revient à la bouche des Français quand ils parlent aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Il est très fort et très solide, quoi, je dirais. Enfin, voilà, c'est pas juste un petit ressentiment. Et il s'étend. Si on essaye de lister un peu j'allais dire les morts, l'expression n'est pas bonne, mais en tout cas les grands blessés des conséquences liées aux conséquences de cette réforme. On a parlé d'Elisabeth Borne. On pourrait parler du 49.3 aussi, d'une certaine façon, Pascal Perrineau, parce que même si, on l'a dit, il a été utilisé, c'était la 100e fois, même si Michel Rocard l'a longuement plusieurs fois utilisé, on n'est plus dans le même contexte. Oui, en effet, ce que disait Mathieu Croissant tout à l'heure est tout à fait exact. C'est-à-dire que le contexte est différent.
Parce que cet article 49 alinéa 3, il vient avec l'usage presque de toutes les armes de ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé. Ça fait un peu trop qu'il y ait une de ces armes qui soit utilisée, ok. Quand il y a un feu croisé de ces différentes armes, eh bien voilà, on crie au vice démocratique, au déni démocratique, etc. Donc là, il y a eu certainement une erreur d'évaluation. Mais est-ce qu'il faut pour autant le supprimer, cet article ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que vous savez, il avait été inventé en 1958. Il faisait l'objet d'un soutien général des forces politiques, sauf le Parti communiste. Guy Mollet, par exemple, et les socialistes étaient tout à fait d'accord parce que c'était considéré comme une arme qui permettait de sortir du chaos gouvernemental de la 4e République. Voilà, et de rationaliser en effet les effets pervers d'un régime parlementaire qui avait perdu le cap, souvenons-nous, sous la 4e République, tout de même 24 gouvernements en 10 ans. C'est-à-dire, bon, c'est pas une ambition non plus. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, paradoxalement, avec ce qui s'est passé aux législatives de juin 2022, c'est-à-dire l'utilisation par les Français des élections législatives comme s'ils votaient un peu à la proportionnelle, on revient un peu à la 4e République. Regardez ce qui se passe. C'est même assez troublant. Il y a le rôle du parti charnière. Lyot, qui connaissait Lyot et sa vingtaine de députés, il y a encore quelques jours à peu près personne. Et Lyot, selon qu'il tombe de ce côté ou d'un autre, eh bien fait la décision. C'était le cas sous la 4e République, c'était les petits partis charnières, selon qu'ils tombaient à droite, à gauche ou ailleurs, faisaient et défaisaient, bien sûr, les majorités. D'autre part, des gouvernements qui sont des gouvernements parfois de coalition qui ne tiennent pas. Les forces, il faut bien reconnaître, qui ont voté pour la motion de censure, ces forces, c'est des forces, mais tout à fait capables de dire non. Et dire non à la réforme des retraites. Incapables de mettre en œuvre un gouvernement de substitution. Vous ne voyez pas Monsieur de Courson avec Madame Mathilde Panot et Marine Le Pen. Voilà, que ferait-il ? Ils ont à peu près rien à partager. Donc il n'y a pas d'alternative. Ce qui rend d'ailleurs les Français inquiets. Parce que les Français sont en colère, mais ils sont inquiets sur la suite. Et on peut l'être objectivement. Parce que si le macronisme, à terme, est rejeté, quelle est la coalition, même après des législatives, quelle est la coalition capable de dégager une majorité de gouvernement ? Aujourd'hui, aucune force politique n'est capable de cela. Et d'ailleurs, Pierre Jacquemin, on pourrait penser que la gauche ou les gauches sortent renforcées de la semaine passée. Est-ce que vous dites ça ? Ou est-ce que vous êtes moins D'abord, je fais une petite rectification parce que je disais tout à l'heure en parlant de la première ministre qu'elle était énarque, elle est bien haut fonctionnaire, mais elle est polytechnicienne. C'est marrant parce qu'on se regardait et on avait un petit doute avec Mathieu. Vous regardez, je me suis posé moi-même la question et je me suis souvenu qu'effectivement elle n'était pas énarque. Mais ça reste une haut fonctionnaire et qui, je crois, aujourd'hui montre sa déconnexion vis-à-vis de la société. Pour répondre à votre question, je pense qu'on a une gauche qui aujourd'hui existe sur le. On fait les perdants, les gagnants. Et pas pour. Est-ce qu'elle est gagnante, la gauche ? Moi, il y a quelque chose. C'est pas pour aller sur le débat d'après qui sera sans doute celui du Rassemblement national, mais j'entends ce récit assez unanimiste parmi les confrères et dans les médias d'une manière générale pour dire que la séquence serait formidable pour Marine Le Pen parce que ce serait la plus républicaine, etc. Et il y a une espèce de prophétie autoréalisatrice qui est en train de se mettre en œuvre autour du Rassemblement national qui aurait eu la meilleure séquence du moment. Et notre métier, notre travail de journaliste, c'est justement aller déconstruire ce genre de choses. Parce que vous voyez ce qui a été fait, et d'ailleurs ça a été rappelé par Aurore Berger à l'Assemblée nationale, mais le RN a été absent de tout ce débat parlementaire. Elle intervient en disant qu'avez-vous fait des 3 derniers mois ? Et c'est vrai que la question peut se poser. Et quelle est la proposition du Rassemblement national sur les questions sociales, sur les questions de retraite, qui manque quand même de clarté et de visibilité. Donc d'abord, il faut remettre les choses dans l'ordre sur ce qu'a fait le Rassemblement national. Ensuite, la gauche, les syndicats, je pense, ce sont les grands vainqueurs, je pense, de cette séquence, parce que je crois qu'on peut leur avoir reproché plein de choses par le passé. Là, ils ont montré la possibilité d'abord de nouer des liens entre syndicats qui ne sont pas forcément d'accord sur tout. La CGT, la CFDT ont quand même bien avancé ensemble. Ils ont organisé des manifestations qui se sont bien déroulées. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec la stratégie de la NUP et notamment de LFI à l'Assemblée, en revanche. Bon.
Que sur la stratégie, il y a des désaccords, c'est une chose. Maintenant, il faut quand même faut se souvenir que quand même la NUPES s'est constituée autour d'un projet de gouvernement qui a mis tout le monde d'accord. C'est quand même le plus important. C'est qu'a priori, il y a un accord de gouvernement qui a été scellé en juin dernier. Sur les stratégies des uns et des autres, bon, ça c'est sûr que il n'y a pas la même tradition du côté de la France insoumise que du côté des socialistes ou des écologistes. C'est pareil d'ailleurs chez les syndicats. La tradition de la CGT n'est pas la même que la CFDT, mais ça n'empêche qu'ils avancent ensemble. Donc oui, la gauche parlementaire n'est peut-être pas celle qui s'en sort la plus grandie de cette séquence, parce que peut-être ne s'est-elle pas fait suffisamment entendre, ou en tout cas n'a-t-on pas suffisamment entendu quelle était sa proposition alternative. Maintenant, si demain il y a des élections législatives, je pense que le débat qui sera celui d'une clarté sur quel est le projet sur les retraites, quel est le projet social, quel est le projet économique des uns et des autres, sera davantage peut-être écouté par les Français, et peut-être feront-ils le choix en conscience d'un projet de gouvernement. Mathieu, un mot, ensuite on écoute Marine Le Pen. Chose de la gauche parlementaire, on retiendra ses excès, parce que ça a été marqué dans les débats parlementaires par des invectives, par des insultes, donc voilà, on a tendance à retenir les excès. On retiendra une forme de travail parlementaire. Il y en a eu, je pense au député Jérôme Guedj, qui a eu l'idée d'aller consulter la direction de la sécurité sociale pour avoir les comptes et les bases sur lesquelles s'était fixé le ministre pour faire sa réforme. Après, j'ai une grosse interrogation parce qu'on n'a pas retenu à mes yeux de contre-projet. Pour la bonne raison qu'il n'était pas d'accord sur ce contre-projet. Oui, il y a la retraite à 60 ans et le retour aux 37 annuités et demie dans le programme de la France Insoumise. Oui, les socialistes et les écologistes, la corde autour du cou, ont signé qu'ils étaient d'accord en juin dernier, mais personne ne l'a défendu. Ça n'a même pas imprimé dans l'opinion, ni lors de la campagne de législative de juin 2022, alors que c'était contre la réforme à 65 ans prônée par Emmanuel Macron. Je ne vois pas pourquoi ça engrangerait davantage aujourd'hui. Alors, on va écouter, puisque elle se dit, on se pose la question d'une dissolution législative. Évidemment, et Marine Le Pen, quand on lui pose la question, elle dit, je suis prête à prendre le pouvoir. Je n'ai absolument pas peur du pouvoir. Je l'attends avec impatience. Voilà, je l'attends avec impatience pour pouvoir démontrer aux Français que nous sommes capables de porter les réformes qu'ils attendent et que nous pouvons obtenir dans des délais relativement brefs des très bons résultats pour le pays et pour eux, pour leur sécurité, pour leur prospérité et pour la défense de leur identité. Alors, Laure Salvin, le Rassemblement national qui tire profit de cette séquence politique, vous dites prophétie autoréalisatrice, et vous, dans les enquêtes d'opinion, qu'est-ce qui ressort ? C'est pour ça, c'est un peu qui gagne, mais auprès de qui ? C'est-à-dire que quand on demande aux Français qui sort gagnant de cette séquence, eh bien effectivement, c'est Marine Le Pen qui arrive en première position. Les syndicats d'abord ? Non, c'est Marine Le Pen qui arrive en première. Oui, tous les sondages ne racontent pas la même histoire alors. En fait, si on détaille par individu, c'est Marine Le Pen, voilà, c'est Marine Le Pen, puis les syndicats. Mais ceci dit, en termes d'image également des partis politiques, c'est le seul, le RN, qui gagne en image dans cette séquence par rapport à tous les autres partis, et y compris par rapport aux syndicats. C'est vrai que les syndicats remontent, mais aussi ils étaient très bas, hein. C'est-à-dire qu'on les voyait plus depuis des années, on leur faisait plus confiance, on considérait qu'ils ne représentaient pas suffisamment la population. Donc là, ils sont en train de monter, ils ont fait un bond spectaculaire. Mais aux yeux de l'opinion, celle qui reste la grande gagnante, c'est effectivement le Rassemblement national et c'est effectivement Marine Le Pen. Et alors, j'ajouterai quelque chose qui est très intéressant, je trouve, dans la séquence actuelle, c'est Jordan Bardella qui a quelque part franchi un peu une frontière jusqu'alors jamais franchie en disant ce week-end, si les députés LR effectivement votent la motion de censure, dans ce cas-là, nous ne présenterons pas de candidat en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, de majeur dans la vie politique française. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a quelque chose, enfin, un univers complètement nouveau qui s'ouvre dans la vie politique. Pascal Perrineau, votre avis ? Oui, c'est énorme. Hein. C'est énorme, cette affaire. Parce que ça rend le Rassemblement national, qui, en dépit des déclarations de Marine Le Pen, n'a pas à lui seul de capacité majoritaire, ça rend, en cas d'alliance avec tout ou parti des Républicains, ça rend là une possibilité véritablement d'alternance avec une majorité qui aurait un allié constitué, enraciné dans le territoire, à savoir les députés républicains. Donc c'est très important. Alors on verra ce qui l'emporte dans cet appareil extrêmement clivé qui est devenu le Parti républicain entre, j'allais dire, ceux, on le voit, qui sont tentés particulièrement dans certaines terres, que ce soit le Nord ou le Sud. Là, les Républicains, si vous voulez, la concurrence avec le RN, c'est une réalité. Et donc, ils peuvent être séduits par un appel
l'appel du pied. Et puis, de l'autre côté, Rachida Dati, qui, elle, se fait le porte-voix de Nicolas Sarkozy et appelle à un soutien à un gouvernement de type macronien. Donc, qu'est-ce qui l'emportera ? Pour l'instant, on va continuer, vous savez, encore pendant quelques semaines et peut-être même quelques mois, le décompte. Qui va avec qui au Parti républicain. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre tout de suite pour parler de la suite. On continue de se projeter. Bonsoir Steve, bienvenue. On a beaucoup entendu ces derniers jours. Après le 49.3, c'est plié, la réforme va s'appliquer. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça ? Pas forcément Thomas. Une loi adoptée par le Parlement n'est pas toujours appliquée. On a un peu tendance à l'oublier, mais avant qu'un texte se traduise concrètement sur le terrain, il faut plusieurs étapes. Il doit être publié au journal officiel. Pour cela, il faut que la loi soit promulguée par le président de la République dans les 15 jours suivant son adoption. Et même après la promulgation, pour qu'une loi fonctionne réellement, il faut prendre des décrets d'application. Sans décret, pas d'exécution. Sans exécution, pas de loi, Thomas. Oui, donc Emmanuel Macron a 15 jours pour promulguer le texte. Que peut-il se passer dans ce temps ? Le Conseil constitutionnel peut entrer en piste et faire dérailler la réforme. Pour cela, les oppositions doivent le saisir afin de contester l'ensemble de la loi ou certaines de ses dispositions. Pour ça, il faut réunir 60 députés ou 60 sénateurs. A priori, ça ne devrait pas trop poser de problème. Le Conseil constitutionnel devrait bien être saisi dans les prochains jours. Et le député Liot Charles de Courson fourbit ses arguments. Il conteste la loi à la fois sur la forme et sur le fond. Écoutez-le. Je pense que le Conseil constitutionnel aura à trancher de questions fondamentales. Est-ce que le recours à une loi de financement rectificatif de sécurité sociale pour faire une réforme des retraites 15 jours après avoir adopté la loi de finances, la loi de financement initiale, si je peux dire, est-ce que c'est pas un détournement complet de procédure ? Prenez par exemple le fameux article 2 sur l'index senior. Tout le monde sait qu'il va sauter. Voilà, notez que pendant son examen par le Conseil constitutionnel, la loi est suspendue. Les juges ont 1 mois pour se prononcer. Et donc, si le Conseil constitutionnel valide la loi, est-ce que la réforme s'applique définitivement sans autre recours possible ? Ça serait oublier une autre arme que peuvent utiliser les oppositions. Écoutez la socialiste Valérie Rabault. Si la loi est promulguée et en application, elle s'applique. Mais avant sa promulgation, puisque c'est ça qui compte, il peut y avoir d'autres étapes, et je pense notamment au référendum d'initiative partagée. Le RIP, le référendum d'initiative partagée, c'est une procédure qui date de 2008. Elle est prévue par l'article 11 de la Constitution. Il s'agit d'une arme assez difficile à manier, puisqu'il faut qu'un 5e des membres du Parlement prennent l'initiative d'une proposition de loi, prévoyant par exemple de limiter à 62 l'âge de départ à la retraite. Le texte doit ensuite être signé par 1/10 des électeurs dans les 9 mois. Ça correspond à plus de 4 millions de Français. Enfin, si, et seulement si cette condition est remplie, le texte est soumis à un référendum. On est là en terre complètement inconnue, Thomas, car jamais jusqu'à présent la procédure n'est allée jusque-là. On suivra donc avec attention le comptage des signatures, puisqu'on a appris qu'un RIP avait effectivement été déposé aujourd'hui par le député communiste Stéphane Peu. Merci beaucoup Steve pour toutes ces informations. 1/10 des électeurs, c'est 4 870 000 Français, Laure Salvin, en 9 mois. Ça semble pas insurmontable, mais bon, et comme le disait Steve, ça n'a jamais été fait. Ça demande quoi ? Une organisation, une campagne de communication. Enfin bon, parce qu'il y a sans doute 5 millions de Français qui sont hostiles à la réforme et qui sont prêts à essayer d'obtenir un référendum. Je ne pense pas beaucoup mouiller en disant ça. Oui. Visiblement, il y en a beaucoup plus, mais effectivement, ensuite, il y a toute une organisation. Et puis, c'est pas la même chose, effectivement, d'exprimer une opinion, déjà, sur une réforme. Et après, d'aller voter un référendum quand on sait, ou en tout cas de signer, de donner sa signature, quand on sait l'impact et les conséquences que ça va avoir aussi. Donc là, à nouveau, on entre dans une zone d'ombre absolue, en fait. C'est-à-dire que très compliqué d'amalgamer différentes situations. Allez-y. Oui, parce qu'on a parlé de tous les instruments institutionnels, mais il y a quand même un dernier élément qu'on n'a pas évoqué jusque-là, c'est la mobilisation sociale. Tout ce week-end, de vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à ce soir, place Vauban, il y avait des manifestations. Demain, l'intersyndicale appelle à une manifestation place de la République. Jeudi, la journée de grève, etc. Le durcissement de la mobilisation... C'était un peu ma question. Est-ce que ça peut... Non, mais c'est très bien. Est-ce que ça
ça peut amener Emmanuel Macron finalement à renoncer, à ne pas appliquer cette réforme. Pardon, je vais dire quelque chose qui fâche parce que je le dis depuis plusieurs mois, mais Emmanuel Macron nous a habitués à quand même une manière de fonctionner qui est un peu particulière, voire un peu dangereuse. Début du quinquennat précédent, à quoi décide-t-il de renoncer après des violences? Aéroport de Notre-Dame-des-Landes, après des phénomènes de violence entre policiers et manifestants zadistes. La deuxième fois où Emmanuel renonce, c'est au moment des Gilets jaunes, au plus haut de la mobilisation, les fameuses dégradations sur l'Arc de Triomphe, les violences qui en émanent, les images qui font le tour du monde. Emmanuel Macron finit finalement par renoncer après les phénomènes de violence. Donc qu'est-ce qu'il dit? Quel message envoie Emmanuel Macron? Je ne dis pas que c'est moi qui légitime ça, c'est quand même le message de la Macronie, c'est-à-dire qu'il finit par écouter le son du peuple à partir du moment où il y a des débordements, à partir du moment où il y a des violences. Donc je trouve qu'il y a quelque chose de dangereux à aller aussi loin dans le risque qui est pris par Emmanuel Macron et son gouvernement dans les possibilités de débordement, et peut-être le souhaite-t-il d'ailleurs que, non pas qu'il y ait des violences, peut-être le souhaite-t-il que les syndicats soient débordés et que, comme le disent beaucoup de commentateurs, que peut-être l'opinion publique finira par décrocher finalement du soutien qu'il a à la mobilisation. Si ce pari est celui d'Emmanuel Macron, je trouve que c'est très périlleux. Ouais. Pascal Perrineau, on se projette le 1er septembre prochain, c'est la date prévue pour l'entrée en vigueur de cette réforme des retraites. Vous dites quoi? Vous dites elle sera appliquée ou Emmanuel Macron aura renoncé? Je ne me prononcerai pas. Ah, mais je vous demande de vous mouiller un peu. La situation où est... si l'on prend toutes les réformes de retraite depuis 1993, je vous répondrai oui. Elle s'applique. À chaque fois, il y a une fronde et puis ça s'applique. Mais il est vrai que la coalition, la coalescence des colères, qui ne sont pas d'ailleurs simplement sur les retraites, mais sur l'inflation, les inquiétudes sur la situation géopolitique, l'après-Covid, tout ça, ça fait énormément. Et donc, on est dans une situation un peu exceptionnelle, même par rapport à toutes les crises précédentes. Donc, il peut y avoir l'option Chirac, c'est-à-dire on retire, parce que voilà, on s'aperçoit que ça déstabilise tellement le régime que ça n'est peut-être pas la peine d'aller plus loin, ou alors on choisit le moment pour dramatiser. Dissolution, mais détaché de la motion de censure. Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite. Oui. Dissolution, c'est ce que fait le général de Gaulle après la crise de mai 68. Lui, il pense à l'option du référendum, puis il se rabat sur la dissolution, et ça sera le bon choix pour lui, bien sûr. Et puis, il peut y avoir aussi la dramatisation suprême, c'est-à-dire la démission du président. Ça se pratique très peu. Surtout que lui... Oui. Il ne peut pas se représenter. Oui, évidemment, il en est à son deuxième mandat. Il y a un terme, Mathieu, que les Américains utilisent pour qualifier le président quand il a perdu les élections de mi-mandat, c'est le canard boiteux. Est-ce que Emmanuel Macron est un peu condamné à être un canard boiteux jusqu'à la fin de ce quinquennat? Si la situation reste en l'état, c'est compliqué. Mais il a encore des armes, on le disait tout à l'heure. On se demandait tout à l'heure ce qu'était le macronisme. C'est vrai qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'élu, il n'y a surtout pas de doctrine. Parce que le macronisme, c'est un pragmatisme. Donc il ne s'embarrasse pas de catéchisme appris et récité pendant toute une vie politique. On raisonne en fonction des situations. On peut être un coup très étatique, un coup très libéral, un coup très protecteur, un coup très menaçant. Voilà. Donc, moi, je pense que l'animal politique Emmanuel Macron, qui est un pragmatique, utilisera la meilleure arme possible pour tenter de rebondir. Le pourra-t-il ? Ça, c'est toute la question. Mais il n'est pas encore tout à fait dans cette situation du président américain en fin de mandat. Il y a quelque chose qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que pour l'instant, les appétits de succession ne se sont pas encore manifestés bruyamment. Vous prenez quelqu'un comme Édouard Philippe, dont on se demande ce qu'il fiche dans sa mairie du Havre, à part lire et écrire. Et un jour, il va falloir qu'il parle, cet homme-là. Vous prenez à droite, c'est un Laurent Wauquiez, qui, lui, est planqué dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes et qui se tait. Il y a aussi un moment où il va devoir parler, cet homme-là, s'il veut avoir des vues sur 2027. Donc, voilà, on est dans une espèce mais l'un et l'autre étant pour l'allongement de l'âge de la retraite, ils ne sont pas trop sortis du bois. On est dans un moment un peu figé où il n'est pas empêché encore, le président de la République, mais il va devoir manifestement faire quelque chose pour débloquer la situation, dissolution, remaniement, on verra. Mais en tout cas, il va falloir un geste fort. Alors, vous m'offrez une transition pour le dernier chapitre de ce débat. On va parler des LR, puisque 49.3, les motions de censure, laissent des traces au sein du parti LR républicain. On écoute justement à ce propos Jean-François Copé, le maire de Meaux, c'était sur notre antenne vendredi.
C'est la responsabilité de quelques députés républicains qui se sont trouvés en nombre suffisant pour obliger en réalité, à ce 49.3 pour la sécurité et l'intérêt supérieur du pays, mais deux surtout qui ont, par ces choix personnels, en réalité fracturé gravement ce qui constitue la marque de fabrique des Républicains, qui est celle d'être un parti de gouvernement, par opposition à des partis extrémistes, populistes. Qu'est-ce qui est la marque d'un parti de gouvernement, qu'il soit de centre-droit ou de centre-gauche, ou de droite ou de gauche, par opposition à l'extrême droite ou l'extrême gauche? C'est que c'est un parti qui est capable de prendre des mesures qui peuvent être impopulaires sur le moment, si c'est l'intérêt supérieur du pays. Alors Salma, comment les LR sont perçus par l'opinion après, effectivement, ces lignes de fracture qu'on a vues, elles étaient rappelées par Jean-François Copé, mais même entre les députés et les sénateurs LR, on l'a bien commenté ici, au sein même du groupe LR à l'Assemblée, comment c'est perçu ? Parce que lui, il dit, attention, on est en train de perdre notre identité de parti de gouvernement. C'est un peu ce que nous dit Jean-François Copé. Je pense qu'ils sont aussi en train de perdre leur identité de parti tout court, parce que je crois que, malgré tout, ils n'ont pas réussi à, justement, imprimer un nouveau projet pour la société française. Il y a un problème de personnalisation, d'incarnation du pouvoir. Éric Ciotti, finalement, il rassemble quand même pas toutes les voix au sein des LR. Donc, effectivement, il est très fragilisé. Ce parti est très fragilisé. Et puis, surtout, ce qui a quelque chose quand même qui est très nouveau pour un parti traditionnel, c'est qu'il y ait des voix dissonantes. Et là, on voit qu'effectivement, au sein même des LR, il y a des... finalement, tout le monde ne vote pas derrière le parti et derrière le président. Donc, dans l'opinion, c'est un peu perturbant ce qui se passe aujourd'hui au niveau des partis politiques. C'est plutôt quelque chose d'ailleurs que les Français attendaient, cette individualisation quelque part aussi de la politique. C'est-à-dire qu'un député, finalement, ne va pas forcément voter comme un seul bloc derrière un parti et va à un moment donné avoir une voix un petit peu dissonante. Mais on voit que ça a des limites quand même en termes de fonctionnement de la démocratie, parce que dans ce cas-là, effectivement, c'est extrêmement difficile, notamment pour Éric Ciotti, d'avoir une vision très claire de la ligne si derrière on ne le suit pas en fait. Pascal Perrineau, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que ce parti est menacé d'implosion aujourd'hui ? Ah oui, de manière claire. Clairement. De manière claire. Et éventuellement de marginalisation absolue. On l'avait bien vu avec le Parti socialiste. C'est le premier parti porteur d'une culture de gouvernement qui se marginalise complètement jusqu'à ce que sa candidate fasse moins de 2% des suffrages exprimés. LR avait évité ça dans un premier temps et ne parvient plus à l'éviter. LR est en train, en effet, il ne sait plus à quel sein se vouer. Il n'a plus de leader capable d'imposer... Allez, que tout le monde aille dans le même sens, c'est très rare, mais au moins qu'il y ait une hégémonie de la direction. Là, c'est fini. C'était quand même la tradition politique de ce courant. Bien sûr, il y avait un certain culte du chef. Ouais. Là, il n'y a plus aucun chef qui est respecté, et chacun joue sa partition personnelle. Monsieur Pradier, même, s'est fait sa marque de fabrique, c'est « j'existe personnellement ». Ça va être difficile à tenir sur la très longue période, mais c'est ça, sa marque de fabrique. Donc, en effet... LR est en train, peu à peu, de quitter la scène s'il continue à filer ce coton. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que les forces politiques porteuses de culture de gouvernement sont en train de disparaître et que la séduction populiste, au fond, dont parlait Jean-François Copé, est très forte à gauche. On l'a vu avec la NUPES, qui a imposé le là à tout ce qui reste de la gauche écologiste et socialiste et communiste. Et puis maintenant, on le voit à droite. On le voit à droite, au fond, le populisme de droite touche maintenant toute une partie des Républicains qui sont très loin, au fond, de personnalités comme l'homme qui représente un peu le centre de gravité, jusque-là, de la droite française, à savoir le président du Sénat, Gérard Larcher. Donc là, on est très très loin de la grande tradition républicaine des LR. Pierre Jacquemin, pour un Emmanuel Macron qui a essayé là de construire une majorité autour de la réforme des retraites avec les LR, il y a eu des textes qui ont été votés avec des voix de gauche ou des écologistes précédemment. Est-ce que vous pensez qu'il est encore en capacité de construire comme ça au cas par cas ? Parce que c'était la leçon du soir des législatives, ça.
Mon sentiment, c'est qu'il y a beaucoup d'hypocrisie quand même. Et qu'on voit bien qu'aujourd'hui, a priori, il y a assez peu de raisons qui seraient justifiées pour ne pas voir aboutir un programme de coalition, comme le suggère aujourd'hui effectivement Nicolas Sarkozy et Rachida Dati. C'est-à-dire que le logiciel, je crois, aujourd'hui des LR est totalement compatible avec le programme d'Emmanuel Macron, y compris d'ailleurs quand les LR vont sur le terrain du Rassemblement national sur les questions d'asile et d'immigration. Emmanuel Macron, le premier volet asile et immigration était quand même déjà très dur lors de son premier quinquennat. Il fait un tournant sur notre tradition de l'asile, tradition d'accueil. Donc je crois vraiment qu'il y a une forme d'hypocrisie parce que pour moi, Emmanuel Macron est profondément de droite, profondément, alors vous le qualifiez de pragmatique, et moi je le qualifie plutôt de néolibéral autoritaire, Emmanuel Macron, mais je pense que cette famille-là aurait vocation à se réunir. Donc je pense que peut-être la petite fenêtre de tir que peuvent avoir les Républicains, c'est la fin du macronisme. C'est-à-dire que cette famille peut se réunir si elle réussit à trouver un projet politique qui renoue avec la tradition un peu plus sociale, un peu moins autoritaire que ne l'est aujourd'hui la droite telle qu'elle est tracée par Emmanuel Macron. Mais j'ai parlé d'hypocrisie, d'incohérence, mais les incohérences se sont exprimées de partout. Il y a eu autant de droites qu'il n'y avait de parlementaires, et je dis bien parlementaires parce qu'il y avait autant de droites différentes au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et en même temps, on a reproché à Aurélien Pradier d'avoir soutenu une candidate qui prônait la retraite à 65 ans et d'avoir voté contre. Il aurait voté contre si ça avait été présenté à l'Assemblée. Et en même temps, je me souviens d'Olivier Marleix disant « nous ne serons pas complices d'une méthode brutale ». Bon, pardon, mais là, le gouvernement fait la démonstration d'une méthode brutale. Donc lui-même devrait dire aujourd'hui, nous ne pouvons pas soutenir un texte qui passe de manière aussi durement. Un mot de conclusion, puisque je vous l'ai dit, on enregistre cette émission en fin d'après-midi. On vient d'avoir le résultat de la motion de censure. Elle est rejetée, mais à 9 voix près, Pascal Perrineau. Oui, en effet. C'est dire la fragilité, quand même. L'allocution présidentielle que vous suggérez tout à l'heure, je pense, s'impose. Et c'est plus étroit que les calculs qui étaient prévus. On se disait, il y aura une marge de 20. 9, c'est la moitié de la marge qui était prévue. Ce qui montre que la mauvaise humeur n'est pas simplement dans le pays, la mauvaise humeur est également dans la présentation parlementaire. Et il faudra regarder en détail, parmi des forces qui, d'ailleurs, peut-être, ont à un moment soutenu Emmanuel Macron. Il y a des dissidences qui maintenant vont jusqu'au cœur de la Macronie. Et donc, il est urgent que le vrai chef de la majorité, à savoir le président de la République, redonne un cap. Et puis, fasse baisser l'inquiétude des Français. Parce que les Français, ils n'ont pas envie de la chienlit, comme disait le général de Gaulle. Ils ont envie de concevoir collectivement une porte de sortie. Et ils savent très bien que le président, même lorsque c'est Emmanuel Macron, est un de ceux qui peut leur proposer une porte de sortie. On verra ce qu'il peut nous inventer dans les prochains jours. Merci à tous d'avoir participé à ce premier débat.